Il craignait de perdre sa maison. Sa consommation d'alcool était incontrôlable. Et alors qu'il se rendait à une réunion dans les bureaux de son conseil local, il savait qu'il était tombé dans un monde en ligne de dépravation. April Sulen Jones est née le 4 avril 2007 à Machynlleth, au pays de Galles, de ses parents, Coral et Paul Jones, et elle était la plus jeune de 5 enfants. Avril avait une personnalité pétillante et de nombreux amis à l'école. Elle adorait se déguiser, regarder des films, surtout le film Disney Réponse, Les chats, La couleur rose, et jouer dehors avec ses amis. Avril était née prématurément, ne pesant que 1,9 kg, et elle avait passé les 2 premières semaines de sa vie en soins intensifs. Ses parents découvrirent plus tard qu'elle avait un trou et un souffle au cœur. À 3 ans, les parents d'Avril ont noté sa maladresse et, après plusieurs rendez-vous médicaux, elle a été diagnostiquée avec une légère paralysie cérébrale. Elle avait souvent mal aux jambes, mais sa mère disait qu'elle s'en plaignait rarement. Malgré ses problèmes de santé, elle restait une enfant heureuse et voulait juste être normale. Avril ne laissait aucun de ses problèmes l'empêcher de sortir, de jouer avec ses amis et de faire du vélo avec eux. Avril et sa famille vivaient dans le lotissement Brynegog à Machynlleth. Le soir du 1er octobre 2012, Avril est allée à ses cours de natation pendant que sa mère et son père assistaient à une réunion de parents à son école. Ensuite, Avril a invité une amie chez elle pour jouer et regarder le film Réponse. Pendant la visite de son amie, Avril a supplié ses parents de les laisser jouer dehors, même s'il était déjà presque 19h à ce moment-là. Ses parents ont fini par céder, mais sa mère lui a demandé de ne pas rester dehors trop longtemps. Environ 20 minutes après, Coral est venue dire aux filles de rentrer. Mais quand elle est sortie, elle n'a vu que l'amie d'April, pas April. Et à 19h30, après ne toujours pas avoir retrouvé sa fille, elle a appelé frénétiquement le 999 pour signaler sa disparition. Pouvez-vous leur parler, s'il vous plaît? Allô? Bonjour, pouvez-vous me préciser où vous êtes et ce qui se passe? 21 Brynagorg. 21 Brynagorg. Where is that? Désolée. Je vous demande pardon. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait penser que le chien regarderait ce qui s'est passé? Oh, elle est partie en voiture avec quelqu'un. Quelqu'un est venu la chercher en voiture ou quelque chose comme ça. Elle avait l'air paniquée. D'accord. Comment s'appelle l'enfant disparu? April. Quel âge a-t-elle? 5 ans? À l'arrivée de la police, aucun indice n'indiquait où April était partie. Ils avaient d'abord l'impression de devoir retrouver une enfant disparue sans laisser de traces. Ils ont donc tenté de parler à un maximum de personnes pour savoir si quelqu'un savait où April était partie. La première policière sur place, Fiona Evans, a parlé à l'amie d'April, âgée de 7 ans, qui jouait dehors avec elle juste avant qu'elle disparaisse. La fillette a dit à l'agente qu'elle avait vu April monter dans un SUV gris et qu'à ce moment-là, elle avait l'air heureuse et souriante, ce qui signifiait probablement qu'elle connaissait la personne. La petite fille a également dit à la police que le SUV qu'elle avait vu avait le volant à gauche, ce qui est plutôt rare au Royaume-Uni. Donc, c'était un bon début. Elle a également décrit la personne qu'elle avait vue conduire la voiture et a dit aux agentes que le frère et la sœur d'une de ses amies étaient dans le même SUV juste la veille. Après avoir reçu ces informations de la fillette, la police de Diefeb-Paus a aussitôt fait passer l'affaire au statut d'incident critique et lancé une vaste opération de recherche près de Machynlleth. Des centaines de citoyennes ont aussi participé à la recherche de la petite April, 5 ans. Il fallait que la police retrouve vite la petite fille, car les victimes d'enlèvement meurent souvent en quelques heures et souffrant d'une légère paralysie cérébrale, elle devait prendre ses médicaments chaque jour. Le 3 octobre 2012, la mère d'April, Coral, a lancé un appel désespéré au public pour obtenir toute information sur l'endroit où se trouvait sa fille. Cela fait 36 heures qu'April nous a été enlevée. Il doit bien y avoir quelqu'un là-dehors. Qui sait où elle est? Et venez aider la police à la retrouver. Nous désespérons d'avoir des nouvelles. April n'a que 5 ans. S'il vous plaît, aidez-nous à la retrouver. Et pendant que la police enquêtait sur les informations fournies par la fillette de 7 ans, ils allaient découvrir qu'un homme de 46 ans, nommé Mark Bridger, correspondait à la description physique donnée par la fillette. Et même si elle était bleue et non grise,
Mark possédait un SUV Land Rover dont le volant était à gauche. Mark était connu de la famille d'April. Certains de ses enfants fréquentaient à la même école qu'elle et ils étaient des voisins. Mark venait en fait d'emménager environ 5 semaines avant la disparition d'April. À ce moment-là, Mark Bridger était une personne d'intérêt et la police est allée fouiller sa maison et son véhicule. Vers la même période, Mark a été aperçu près de chez lui, marchant sur la berge avec un sac poubelle noir contenant apparemment quelque chose. Un témoin dira plus tard qu'il avait vu Mark jeter ce sac dans la rivière. De plus, il avait emmené son Land Rover pour le faire réparer seulement quelques heures après la disparition d'April, puis il était revenu pour aider à chercher la fillette. En fouillant la maison louée de Mark, Mount Pleasant, la police fit des découvertes horrifiantes. Dès qu'ils ont franchi la porte d'entrée, ils ont été frappés par une chaleur intense ainsi que par l'odeur de produits nettoyants et de désodorisants. Le cottage semblait aussi avoir été récemment entièrement nettoyé. De plus, les agents ont trouvé une paire de menottes et un couteau brûlé. Ensuite, ils ont fait leur pire découverte jusqu'à présent. 17 fragments d'os brûlés à l'intérieur du poêle à bois situé dans le salon. Et un fragment d'os supplémentaire serait retrouvé dans le siphon de la baignoire. Suite à cela, la police s'est lancée à la recherche de Mark Bridger afin de l'arrêter. Et ils ont fini par le retrouver, promenant son chien tout près de chez lui, comme s'il n'avait pas le moindre souci au monde. Il a alors été placé en état d'arrestation et emmené pour être interrogé. Lors de ses nombreux entretiens avec la police, Mark a affirmé avoir renversé April accidentellement avec sa voiture. Et comme il avait beaucoup bu, il a paniqué, l'a ramassée et l'a placée dans son véhicule. Il a dit avoir tenté une réanimation cardio-pulmonaire sans succès. Ensuite, Mark affirme ne plus se souvenir de ce qu'il a fait du corps. Il a déclaré à la police « Je ne l'ai pas enlevée. J'ai tenté de la réanimer, mais j'ai paniqué. J'ai su qui elle était seulement ce matin en voyant la télévision. Je voudrais juste savoir ce que je lui ai fait, où je l'ai mise. Je présente mes excuses à la famille. » Il a aussi dit ne pas pouvoir croire qu'il n'avait pas appelé l'ambulance ou la police. Mark a également insisté sur le fait qu'il n'aurait jamais abandonné le corps de la petite fille parce qu'elle était un être humain. Il est alors devenu très ému et a commencé à pleurer. Mark Bridger a été inculpé d'enlèvement, de meurtre et de tentative d'entrave à la justice. Il serait également inculpé de dissimulation et d'élimination illégale d'un corps. Mark Bridger était père de 6 enfants avec 4 femmes différentes. Il avait également une série de condamnations mineures remontant au milieu des années 80. À 19 ans, il avait été condamné pour infractions liées aux armes à feu et vol. Il avait aussi été condamné pour dégradation criminelle et conduite sous interdiction, puis peu après pour conduite sans assurance. En 2004, Mark avait été condamné pour coups et blessures ainsi que pour comportement menaçant. Puis, en 2007, il a reçu sa 5e condamnation, cette fois pour agression. Lorsque la police avait fouillé la maison de Mark avant son arrestation, elle avait trouvé du sang dans la salle de bain, dans le couloir et sous la moquette devant le poêle à bois. Et les enquêteurs allaient découvrir que les fragments d'os qu'ils avaient trouvés à l'intérieur de ce poêle à bois correspondaient à ceux d'un crâne juvénile. Et ensuite, les autorités ont découvert une vaste bibliothèque d'images pédopornographiques sur son ordinateur, ainsi que des photos Facebook enregistrées de filles locales, y compris April et ses sœurs. De plus, la police a trouvé des photos de cadavres d'enfants et des images provenant de célèbres affaires de meurtre de petites filles. Lorsque les vêtements de Mark ont été analysés à la recherche d'ADN, les scientifiques n'ont pas pu exclure la possibilité qu'April ait contribué à un échantillon prélevé à l'intérieur de l'entrejambe de son pantalon de survêtement. Et de façon troublante, il a dit à la police que si de l'ADN d'April était retrouvé sur ses parties intimes, c'était parce qu'il avait uriné alors qu'il la portait. Et Mark n'a pas voulu révéler où il s'était débarrassé du corps d'April. Aucun autre morceau de son corps n'a jamais été retrouvé. Par conséquent, les enquêteurs n'ont pas pu reconstituer exactement ce qui était arrivé à la petite fille cette nuit-là. Cependant, ils pensent qu'après que Mark l'a enlevée, il l'a agressée sexuellement, soit dans un endroit isolé, soit dans sa maison. Après cela, ils pensent qu'il a mis fin à sa vie, soit en l'étouffant, soit par d'autres moyens. Il aurait ensuite démembré son corps et l'aurait dispersé à différents endroits. Mark avait déjà travaillé dans un abattoir et était un passionné de plein air avec une grande connaissance des montagnes et des vallées de la région, ce qui signifie qu'il a probablement pu dissimuler facilement les restes d'April.
Étant donné toutes les images horribles que la police avait trouvées sur l'ordinateur de Mark, il pensait que l'enlèvement d'April était prémédité, même s'il ne pensait pas forcément qu'April était la cible précise de Mark. La théorie est que Mark Bridger perdait le contrôle de sa vie et qu'April s'est simplement retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Apparemment, Mark venait tout juste de se séparer de sa compagne, Vicky Fenner, avait des problèmes financiers et craignait de perdre sa maison. Et le matin du 1er octobre, avant d'enlever April, des SMS ont été retrouvés entre Mark et Vicky, dans lesquels Vicky lui dit qu'elle ne peut plus être en couple avec lui. Mark avait donc pris un jour de congé et avait passé une partie de la journée à inviter plusieurs femmes à sortir avec lui. Il avait également regardé au moins une image de dessin animé pédopornographique ce jour-là, dans laquelle le personnage était attaché avec du ruban adhésif toilé. Et lorsque le véhicule de Mark a été fouillé plus tard, ils ont trouvé un rouleau de ruban adhésif toilé, peu avant 17 h. Ce 1er octobre, Mark avait conduit son Land Rover sur 5 km jusqu'à McKinley pour la réunion parents-professeurs, à laquelle assistaient aussi les parents d'Avril. Avec lui, Mark avait pris son ordinateur et surfé sur Internet. Mais comme il avait une clé de sécurité branchée dessus, on ne sait pas exactement ce qu'il consultait. Après la réunion des parents, Mark était parti puis avait commencé à rôder dans les rues à la recherche d'une victime. Il baissait la vitre de son Land Rover et demandait à une amie de sa fille, âgée de 10 ans, de venir dormir chez lui. Heureusement pour cette fille, les plans n'ont jamais abouti. Plusieurs témoins avaient vu Mark cette nuit-là, parcourant sans cesse le même tronçon de route. Et une témoin avait dit qu'elle l'avait vu vêtu d'un pantalon de camouflage, marchant près d'un groupe de garage. Mark était passé juste devant cette témoin sans même lui prêter attention. Elle avait trouvé cela plutôt étrange parce que par le passé, Mark avait toujours été très poli, mais il semblait être dans son propre monde à ce moment-là. Donc, à 19 h, Mark était assis dans sa voiture garée près des garages, et à 19 h 20, il était déjà en route hors de la ville avec Avril dans son Land Rover. Le véhicule de Mark a été revu environ 1h20 plus tard. Vers 20 h 30, lorsqu'un voisin l'avait vu faire marche arrière dans son allée, la police pensait qu'il avait ensuite passé le reste de la nuit à essayer d'effacer toute trace d'Avril, ainsi qu'à stériliser et nettoyer tous les couteaux qu'il avait utilisés. La recherche du corps d'Avril a duré tout l'hiver, devenant l'une des plus grandes de l'histoire britannique. Plus d'équipements, dont des drones, ont été déployés. La police a aussi utilisé des chiens pour fouiller puits de mines et réseaux de grottes. En janvier 2013, Mark a plaidé non coupable du meurtre d'Avril, mais a reconnu qu'il était probablement responsable de sa mort. Il persistait à dire qu'il l'avait renversé accidentellement avec sa voiture. Mais en avril 2013, Mark Bridger a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui. Il a été condamné à la prison à vie et il est peu probable qu'il soit un jour libéré. Et après l'énoncé du verdict, il a été révélé que Mark avait avoué à un prêtre de la prison qu'il avait jeté le corps d'Avril dans la rivière. Donc, c'est peut-être ce que le témoin a vu Mark jeter ce jour-là. Le même mois où Mark a été reconnu coupable de ces crimes, la police a annoncé que leur recherche d'Avril était officiellement terminée. Quelques semaines après sa condamnation et son incarcération, Mark a été attaqué en prison par un autre détenu armé d'une arme artisanale. Cela a entraîné des blessures au visage et à la gorge pour Mark, mais aucune d'entre elles n'était très grave puisqu'il a ensuite été réintégré dans la population carcérale générale. Puis, en novembre 2014, plus de 2 ans après le meurtre, la maison où Avril avait trouvé la mort a été démolie. Le gouvernement l'avait en fait achetée avec la promesse de la démolir, espérant que cela apporterait un certain apaisement non seulement à sa famille, mais aussi à la communauté. Les parents d'Avril étaient soulagés que la maison du mal, comme ils l'appelaient, ait enfin disparu. Et ils ont dit qu'il avait été très difficile de passer devant la maison tout le temps, car cela leur rappelait sans cesse ce que leur fille avait enduré. Les funérailles d'Avril ont finalement eu lieu près d'1 an après son meurtre. Ses parents ont enterré les rares restes qu'ils avaient d'elle. Les obsèques d'Avril ont eu lieu le 26 septembre 2013 à l'église Saint-Pierre de McKinley. Son corps avait été transporté à l'église dans un corbillard tiré par des chevaux et de nombreuses personnes présentes portaient la couleur préférée d'Avril, le rose. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Avril aujourd'hui. C'est un crime absolument monstrueux, surtout de la part d'un père de 6 enfants. Il passait ses journées devant son ordinateur, n'avait aucun succès auprès des femmes, regardait des images répugnantes d'enfants
et a cessé de contrôler ses pulsions, puis il est sorti rôder. Et il a profité du fait qu'Avril connaissait ses enfants pour la piéger. Des monstres comme lui méritent la peine de mort. Il voulait toujours qu'elle se maquille et qu'elle ait les cheveux bien coiffés si elle sortait de la maison pour aller quelque part. Elle pensait qu'il voulait la rendre plus féminine et lui donner confiance. Mais ensuite, il a commencé à contrôler les moments où elle pouvait conduire sa propre voiture, ainsi que leur argent. Et ce n'était que le début de ce qui finirait en une dévastation totale. Hayden Rose et Caden Reese Hyatt étaient des jumelles nées de Megan Hyatt et de son petit ami, Gwen Wilson, également connu sous le nom de Rush, à Jacksonville, en Floride. Elles sont nées le 8 juin 2015. Leur famille les appelait affectueusement Reese et Rose, leur deuxième prénom, ou parfois Hayden Petite Puce et Caden Petite Boule. Lorsque Megan Hyatt, âgée de 19 ans, a rencontré Rush Wilson, qui avait alors 27 ans via un site de rencontre en ligne, il l'a complètement charmée. Elle était sous le charme. Il était le parfait gentleman. Il était drôle, charmant et séduisant. Sans oublier qu'il avait sa propre voiture, sa maison et un bon travail. C'était comme un rêve devenu réalité. Leur relation a évolué rapidement. Après 2 mois, Megan a emménagé chez Rush. Ils vivaient ensemble dans la nouvelle maison à 2 étages que Rush venait d'acheter, sur South Shirley Oaks Drive, dans le quartier Oceanwood de Jacksonville. 1 mois plus tard, le couple a découvert qu'ils attendaient des jumelles. Ils étaient ravis. Alors, parlons un peu de Rush Wilson, le père de Hayden et Caden. Il a grandi dans une petite communauté en Jamaïque. C'était un enfant calme qui aimait jouer au cricket et il excellait à l'école. Rush avait aussi de nombreux amis plus jeunes. Dans sa communauté en Jamaïque, les parents de Rush faisaient partie des aînés les plus respectés. Alors, en grandissant, Rush exigeait le même respect de la part de tous dans sa vie, qu'il soit bon avec eux ou non. Et cela allait causer de nombreux problèmes plus tard. Les parents de Rush ont divorcé durant son enfance et il a surtout vécu avec sa mère. On dit que sa mère était particulièrement dure avec Rush, ainsi qu'avec ses 2 frères et sœurs. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Rush est venu aux États-Unis et a rejoint la marine américaine en tant que mécanicien de moteur d'avion en 2008. Megan a grandi à Jacksonville, en Floride, et elle a été élevée dans la foi mormone. Quand Megan était adolescente, ses parents ont divorcé et elle est allée vivre avec son père, car on disait toujours que Megan était un peu la fille à papa. Peu de temps après que le couple a découvert qu'ils attendaient un enfant, Rush a commencé à montrer à Megan son vrai visage. Il a commencé à vouloir tout contrôler, à avoir d'énormes accès de colère et était extrêmement critique envers Megan. Maintenant, Rush était respectueux et attentionné envers Megan en public. Mais à la maison, elle n'était jamais assez jolie. Elle n'était jamais assez bien. Elle n'était jamais ce qu'il voulait ou ce dont il avait besoin. Une fois, il lui a acheté une voiture et elle n'avait pas le droit de l'utiliser sauf s'il l'y autorisait, même si c'était sa voiture. Quand il était en colère, il confisquait son téléphone, parfois l'emmenait au travail pour qu'elle n'en ait pas de la journée. Rush n'autorisait pas non plus Megan à quitter la maison sans que ses cheveux soient coiffés et qu'elle soit maquillée. Megan n'a jamais vu cela comme de la maltraitance, car Rush ne l'avait jamais frappée. Mais le tempérament colérique de Rush faisait peur, et il se mettait souvent très en colère pour des choses insignifiantes. Ainsi, le 9 juin 2015, Megan a donné naissance à Caden Reese et Hayden Rose. Elle était une nouvelle maman fière, aimant son nouveau rôle encore plus qu'elle ne l'aurait imaginé, et elle adorait absolument ses petites filles. Bien que le comportement de Rush envers Megan empirait, elle voulait que leur mariage fonctionne. Elle ne voulait pas abandonner car elle espérait que les choses iraient mieux et souhaitait que les filles aient une vie de famille normale avec leurs 2 parents réunis. À un moment donné, environ 1 mois avant d'accoucher, Megan a même publié sur Facebook « C'est mon rock, mon cœur, mon amour, mon partenaire de toujours, mon bel homme, mon unique, mon amour pour toujours ». Seulement 3 jours après que Megan ait accouché, Rush lui demandait déjà quand elle allait perdre du poids. Il n'était même pas encore sorti de l'hôpital et Rush était même jaloux que Megan s'occupe des filles pendant qu'ils étaient à l'hôpital, parce qu'il voulait toute l'attention. C'étaient des nouveau-nés. Megan continuait d'espérer que les choses changeraient,
mais les abus et le manque de respect de Rush ne faisaient qu'empirer. Une fois, le couple s'est disputé parce que Megan n'avait pas préparé le dîner à temps et Rush lui a lancé une table basse. En plus de tout cela, Rush rabaissait aussi Megan avec les insultes les plus offensantes et il l'a coincée contre les murs quand il était en colère. Il a même commencé à exiger qu'elle ait des rapports sexuels avec lui tous les jours. Il l'a réveillée aussi au milieu de la nuit, juste pour lui crier dessus et lui dire qu'elle était inutile et qu'elle était une mère terrible parce qu'elle ne gagnait pas d'argent. Elle était mère au foyer pour ses enfants. Megan avait aussi très peur de demander même les choses les plus simples comme du dentifrice quand il n'y en avait plus, parce que Rush l'humiliait en lui reprochant de ne pas avoir assez d'argent elle-même, alors que c'était lui qui contrôlait tout. Elle n'avait pas le choix. Maintenant, la mère de Megan dirait qu'elle avait un pressentiment qu'il y avait quelque chose chez Rush et que lui et sa fille n'avaient clairement pas une relation saine. Elle pouvait voir qu'il y avait des problèmes et elle savait que Rush avait déjà acculé Megan et cassé des objets lors de crises de colère. Mais Megan n'était pas la première femme que Rush avait maltraitée. Il y avait beaucoup d'autres femmes dans le passé de Rush qui l'avaient traitée tout aussi mal. Rush avait déjà levé la main sur des femmes, leur avait lancé des objets, cassé leur téléphone portable et il avait été extrêmement contrôlant, peu sûr de lui et manipulateur. Il accusait constamment toutes les femmes avec qui il était d'être avec d'autres hommes et de le tromper. Il menaçait aussi toutes les femmes de son passé en leur disant que si jamais elles parlaient de ce qu'il avait fait et ruinèrent sa carrière dans la marine, il les tuerait. Une des femmes que Rush avait connues en 2020, il l'avait en réalité rencontrée sur un site de rencontre en 2009. C'était l'un de ses endroits préférés pour rencontrer des femmes. Il les séduisait et parlait de sa carrière dans la marine, expliquant qu'il cherchait une compagne pour la vie. Il attirait ces femmes. À beaucoup d'entre elles, il mentait en disant qu'il n'avait ni petite amie ni page Facebook, alors qu'il avait les deux. Il était aussi connu pour être très irrité lorsque sa partenaire ne lui accordait pas assez d'attention. En 2011, Rush s'est en fait marié avec une femme nommée Jamie Lewis. Mais cette relation s'est rapidement détériorée. À la fin, sa femme s'était cachée de lui. Apparemment, une nuit au beau milieu de la nuit, Rush les avait chassés, elle et sa fille de 3 ans, de la maison en brandissant un marteau. Après son divorce, Rush était de retour sur les sites de rencontres en ligne, à la recherche de sa prochaine petite amie ou victime. Il a rencontré une femme du nom de Danielle Johnson à l'automne 2012. Elle était une survivante de violences conjugales et cherchait simplement quelqu'un pour l'aimer et prendre soin d'elle et de sa fille. Mais ce n'est pas ce qu'elle a eu. Au début, lorsqu'elle a rencontré Rush, il lui avait offert des fleurs, lui ouvrait les portes, faisait toutes sortes de choses qui le faisaient passer pour un gentleman. C'était quelque chose dont elle n'avait pas l'habitude. Et comme Rush était si attentionné et doux, il l'a rapidement fait tomber sous son charme, tout comme il l'a fait avec Megan. Daniel dirait que Rush a toujours été intéressé à savoir ce qu'elle faisait pendant la journée et à connaître de nombreux détails à ce sujet. Elle ne s'est pas rendue compte que ce n'était que le début de sa tentative de la contrôler. Daniel et sa fille ont emménagé chez Rush 1 mois après le début de leur relation, et c'est à ce moment-là que le contrôle et les abus ont commencé. Daniel affirmait qu'il la forçait à regarder des films sanglants et à avoir des rapports sexuels quand il le voulait. Il exigeait aussi qu'elle soit celle qui fasse toutes les tâches ménagères dans la maison. Si elle le contrariait ou l'ignorait, il l'attaquait. Il lui criait « Je viens de Jamaïque, nous exigeons le respect. Tu ne t'éloignes pas de ton homme quand il te parle. » Rush l'a critiqué aussi sur son apparence, la traitant de grosse et laide, comme avec ses autres victimes. Mais Danielle a décidé de rester avec Rush parce qu'elle pensait qu'il y avait une chance qu'il redevienne l'homme qu'elle avait rencontré et dont elle était tombée amoureuse. Danielle excusait ce comportement horrible en se disant que Rush avait simplement peur parce qu'il avait déjà été trompé lorsqu'il était en mission par le passé. Elle le savait parce que, lorsqu'il cherchait à se faire pardonner après une dispute, il lui racontait en larmes toute cette terrible partie de son passé pour se faire passer pour la victime. Danielle a vu sa relation avec Rush se terminer après avoir survécu à son agression. Heureusement pour elle, une voisine plus âgée lui a sauvé la vie.
Daniel en avait assez de Rush et a essayé de le quitter un jour d'avril 2013. Mais Rush n'a pas accepté cela, alors il a attrapé Daniel par les cheveux et l'a traîné dehors dans la rue. Il faisait glacial dehors et Daniel ne portait qu'une culotte et un petit débardeur. Il a ensuite pointé un fusil d'assaut entre les yeux de Daniel, mais heureusement, il n'a pas tiré. Il s'est plutôt retourné pour rentrer à la maison. La fille de Daniel avait vu toute la scène et elle s'était précipitée chez un voisin pour demander de l'aide pour sa mère. Cette voisine s'appelait Christine Jacobs. Christine avait immédiatement réagi, avait attrapé une couverture, était allée vers Daniel, l'avait enveloppé dans la couverture et l'avait aidé à se relever du sol. Ensuite, la voisine non seulement a crié sur Rush pour ce qu'il avait fait, mais elle a aussi invité Daniel et sa fille à entrer chez elle pour reprendre leurs esprits et s'habiller. Un peu plus tard, le même matin, Daniel accompagnait sa fille à l'arrêt de bus et Rush est arrivé derrière elle et lui a demandé si elle voulait toujours être sa petite amie, ce à quoi elle a bien sûr répondu non. Pour une raison quelconque, il a accepté cette réponse cette fois-ci, s'est simplement retourné et est parti, et c'est tout. La police l'a ensuite inculpé de violences domestiques et d'étranglement. Daniel a obtenu une ordonnance de protection contre lui. Malheureusement, les poursuites contre lui ont été requalifiées en simple délit. Et Rush s'en est sorti avec seulement une probation et il a dû suivre un programme d'intervention pour auteurs de violences qu'il a réussi, mais j'ai aussi entendu dire que ça n'avait duré qu'1 heure, alors à quoi ça a servi ? Le bureau du procureur de l'État a déclaré que Daniel avait accepté de réduire les accusations contre Rush à un délit mineur parce qu'elle ne voulait pas nuire à sa carrière dans la marine. Ce n'était pas du tout vrai. Donc, l'une des ex-petites amies de Rush s'était en fait opposée à lui après qu'il l'a attaqué et lui a pointé un fusil dessus en 2014. En fait, elle lui avait tiré dans l'aine pendant la bagarre. Elle a ensuite été inculpée et risqué une peine de prison, même si c'est elle qui avait été attaquée en premier. Les procureurs n'ont abandonné les charges que plusieurs mois plus tard, convaincus par son avocate qu'elle avait agi en légitime défense. Ainsi, les antécédents de Rush, marqués par des comportements possessifs et violents dans ses relations, n'ont clairement fait qu'empirer avec le temps. Et étant donné que sa dernière relation avant Megan s'était terminée violemment, quel est-il arrivé à Megan lorsqu'elle a décidé, un jour de novembre 2015, de partir ? Rush allait commettre contre elle son attaque la plus sauvage et atroce à ce jour. Alors, le 13 novembre 2015, Rush est parti travailler et Megan a décidé de passer à l'action. Elle allait prendre Hayden et Kaden et quitter Rush pour de bon cette fois-ci. C'était maintenant sa 3e tentative de quitter la relation abusive avec Rush. Mais les autres fois, il avait réussi à la convaincre de rester avec de belles paroles. Mais cette fois, elle en avait assez. Elle partait. Rush était en service actif à la base aéronavale de Jacksonville ce jour-là, alors Megan a appelé son père, Travis Hyatt, ainsi que sa meilleure amie pour venir l'aider à faire ses valises. Et Megan a pris la malheureuse décision d'appeler Rush et de lui dire qu'elle allait partir. Il était furieux et il a commencé à dire toutes sortes de choses horribles à Megan, allant même jusqu'à dire à un moment qu'il la tuerait. Mais ensuite, au milieu de ses cris, il a commencé à demander s'il pouvait voir les filles une dernière fois. Megan a affirmé qu'elle attendrait qu'il rentre à la fin de son service pour qu'il voie les filles et leur dise au revoir. Mais en réalité, elle ne comptait pas le faire. Elle n'avait absolument aucune intention de faire cela. Elle comptait prendre ses affaires et partir de là. Mais alors qu'elle était en train de mettre ses affaires dans des cartons, Rush décida de quitter son poste plus tôt, sans permission, et il rentra chez lui en vitesse. Quand il est arrivé, Megan a tout de suite vu qu'il bouillonnait de colère. Megan, tentant de le calmer, lui a proposé d'entrer dans la maison avec elle pour nourrir les filles. Il a accepté et ils sont entrés dans la maison, puis Megan a demandé à son père de sortir pour qu'ils puissent parler seuls tous les deux. Son père a dit « Bien sûr, je reste derrière la porte si tu as besoin ». Megan et Rush ont parlé pendant qu'ils nourrissaient les bébés, mais Rush était tellement bouleversé qu'il tremblait violemment, à tel point que le biberon entrait et sortait de la bouche du bébé qu'il nourrissait. Il n'arrêtait pas de supplier Megan de rester. Elle a refusé. Il a alors demandé à Megan « C'est tout ? Ça se termine comme ça ?» Et Megan a répondu « Oui, j'ai fini ». Il s'est alors levé brusquement du canapé, est allé vers le placard, a attrapé son AR-15 et a dit à Megan « Je vais te montrer ce que ça veut dire quand tu dis que c'est fini ».
Rush a dit à Megan qu'elle allait regarder son père mourir. Alors Megan, sachant que son père était juste derrière la porte, lui a dit « Papa, n'entre pas, papa, cours, n'entre pas ». Mais son père, étant le père protecteur qu'il était, a immédiatement voulu entrer pour s'assurer qu'elle allait bien. C'est à ce moment-là que Rush a crié « Regarde ton père, regarde-le ». Et puis il a tiré sur le père de Megan. Ensuite, Rush a déplacé le canon de l'arme et l'a pointé directement sur Megan, qui tenait les filles dans ses bras. Megan a détourné la tête des filles de Rush pour qu'elles ne voient pas ce qui se passait, mais il a ouvert le feu. Les 2 nourrissons, qui pleurèrent de terreur, ont été touchés à l'arrière de la tête et leurs pleurs se sont instantanément arrêtés. Megan a été touchée au total 7 fois au visage, au poignet, au ventre et à la jambe. Même après tout cela, Megan était encore en vie, mais elle devait faire semblant d'être morte parce qu'elle savait que Rush s'en prendrait encore à elle s'il pensait qu'elle était encore en vie. C'est donc ce qu'elle a fait jusqu'à ce que Rush sorte de la maison et retourne les R15 contre lui-même. La meilleure amie de Megan a pu s'échapper pendant toute cette épreuve. Après que Rush ait éliminé tout le monde, y compris lui-même, Megan a dû ramper à travers le sang qui recouvrait le sol jusqu'à son père, qui s'accrochait encore à la vie. Son père a pu lui parler et lui dire à quel point il l'aimait. Il a aussi dit que lui et ses petites filles veilleraient sur elle et le reste de la famille depuis le paradis. Il a aussi demandé à Megan de dire à son frère jumeau à quel point il l'aimait. Megan s'est en fait allongée sur son père pour tenter d'arrêter l'hémorragie, mais malheureusement, c'était trop important et il est décédé lui aussi par la suite. Même après avoir été touché par balle 7 fois, Megan a réussi à attraper le téléphone portable de son père et a appelé le 911. Et heureusement, son amie qui se trouvait dans la maison avait déjà réussi à s'échapper, était allée chez un voisin et avait elle aussi appelé le 911. Megan a été emmenée d'urgence à UF Health Jacksonville. À son arrivée à l'hôpital, elle avait failli mourir à cause de sa perte de sang. Après 5 opérations vitales et 3 hémorragies presque mortelles, Megan affirme que le seul traumatisme émotionnel aurait dû lui être fatal. Elle a survécu, d'une manière ou d'une autre, après avoir été touchée par balle 7 fois, dont une fois à l'œil. Et par-dessus tout cela, elle a perdu son père et ses précieuses petites filles. Rush voulait détruire la vie de Megan et la forcer à regarder sa vie être détruite. Rien n'est plus diabolique. Oui, maintenant, madame. Ne charge pas. Il s'est aussi tiré une balle. Stephen Green dit que l'ami de Megan Hyatt était déjà au téléphone avec le 911 quand elle a sonné à sa porte. J'ai entendu mon amie. Elle criait et son chien mettait des affaires dans le camion. Et il a entendu crier. Alors il est entré et je l'ai entendu crier « Papa, n'entre pas ici ». Puis les coups de feu ont retenti et j'ai vu son père tomber. Entourée par les corps de ses proches, Megan Hyatt a réussi à atteindre un téléphone et a appelé le 911. Mon ex-petite amie a tiré sur moi, mes jumeaux, mon père et ma meilleure amie. Venez vite. Mon père se vidait de son sang et les parents de ma meilleure amie aussi, je crois. Mes enfants sont morts. On peut entendre le moment où la police arrive alors qu'elle est encore au téléphone avec le 911. Madame, Nous sommes juste ici dans la révolution où everybody's à nouveau. La douleur émotionnelle devait être tout simplement atroce. Il l'a forcé à regarder pendant qu'il tirait sur son père et ses petites filles. Et par-dessus tout ce traumatisme, les médecins ont dit à Megan qu'elle ne marcherait probablement plus jamais. Mais après des mois de pratique, Megan a réussi à réapprendre à marcher. D'accord, nous avons terminé. Megan dit avoir perdu un tiers de son foie, subi des dommages aux reins et perdu une partie de son pancréas et de sa vésicule biliaire. Elle a également perdu une partie de son gros et de son petit intestin et son côlon a dû être dérivé. Depuis lors, elle a subi plus de 25 interventions chirurgicales, la plupart concernant sa jambe. Elle a aussi perdu l'œil gauche et porte désormais une prothèse. Donc, pendant des mois après cet incident, la famille de Rush a harcelé et rabaissé Megan, ce qui est tout simplement incroyable. Il a tué ses petites filles,
Quoi? Plusieurs des victimes de Rush se sont demandé si les autorités étaient au courant du passé violent de Rush, y compris la marine américaine. Et si c'était le cas, n'aurait-il pas pu faire plus pour empêcher cette horreur absolue qui s'est produite ce mois de novembre-là? La marine a indiqué qu'il avait bénéficié d'un suivi psychologique et suivi le programme d'intervention pour auteurs de violence, qui, comme je l'ai dit, était assez court, donc quel est son réel impact? Une porte-parole de la marine a déclaré que la hiérarchie de Rush dans la marine avait pris les mesures administratives appropriées lorsqu'il a été informé des incidents en 2013 et 2014. Meghan pense que la marine américaine aurait pu faire plus pour empêcher cette tragédie et elle a intenté un procès contre C.S. Boko. Elle s'est demandé pourquoi personne n'avait appelé la police alors qu'ils avaient clairement entendu Rush dire au téléphone qu'il allait tuer Meghan, car Meghan avait entendu des gens en arrière-plan dire à Rush de raccrocher. Le dossier de Meghan réclamait une indemnisation pour la douleur et la souffrance, ainsi que pour ses frais médicaux. Meghan savait qu'il était de service, alors elle s'est sentie en sécurité pour partir. Mais elle veut savoir pourquoi, lorsque ce jour-là il a quitté son poste sans autorisation avant la fin de son service, personne ne l'a appelé pour la prévenir. Mais personne ne l'a arrêté ce jour-là et personne n'avait arrêté Rush auparavant, malgré tous les signaux d'alerte qu'il avait montrés. Malheureusement, la plainte de Meghan ainsi qu'une version modifiée de la plainte ont toutes deux été rejetées. Dans la réponse du tribunal concernant Meghan Hyatt contre les États-Unis d'Amérique, l'explication inclut ceci. Le principe général en Floride est qu'une partie n'a aucune obligation légale de contrôler la conduite d'une tierce personne pour empêcher cette personne de causer du tort à autrui. Meghan a décidé de ne pas faire appel. Meghan Hyatt, qui vit maintenant avec un trouble de stress post-traumatique, dit aux autres personnes dans des situations similaires de partir dès maintenant. Videz votre compte bancaire. Ne vous inquiétez pas pour vos affaires. Sortez-vous de là. Vous pouvez acheter une nouvelle télé, vous pouvez acheter un nouveau matelas. Ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Et grâce à de nombreux dons généreux, Meghan a pu enterrer Hayden et Caden dans de magnifiques cercueils blancs à côté de leur grand-père, Travis Hyatt, au cimetière de Ponte Verda à Palm Valley, en Floride. Leurs funérailles ont eu lieu à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à St. John's, en Floride. Meghan se rend maintenant tout le temps au cimetière où elles sont enterrées et s'assoit pour lire aux filles. Mais elle dit que c'est tellement triste qu'elle ne pourra jamais leur donner leur première bouchée de céréales de riz, ni entendre leur premier maman ou leur premier rire. Depuis, Meghan défend activement les victimes de violences conjugales et rappelle que la maltraitance n'est pas seulement physique, d'autres formes pouvant aussi le devenir. Elle a une forte présence sur les réseaux sociaux où elle aide les autres et chaque jour, Meghan s'assure que ses filles et son père ne seront jamais oubliés. Change ce livre. Eh bien, dans ce cas, pourquoi est-ce que je n'obtiendrai pas simplement mon VED parce que ça va arriver? Tu sais ce qui se passe? Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Hayden et Caden aujourd'hui, ainsi que celle du reste de leur famille. Pourquoi Rush n'a-t-il pas été renvoyé de l'armée après les incidents précédents? Il n'a reçu qu'une simple tape sur les doigts avec une mise à l'épreuve et un cours d'1 heure sur les violences conjugales. Les crimes qu'il avait commis auparavant n'étaient pas des délits mineurs. Il a failli tuer une autre femme. Il n'aurait pas dû être là. Et comment quelqu'un peut-il assassiner ses nouveau-nés sans défense juste pour se venger de leur mère? C'est l'une des choses les plus ignobles et cruelles que j'ai entendues. Meghan est une femme extrêmement forte et incroyable. Si j'étais à sa place, je ne pense pas que je pourrais le faire. Et maintenant, elle aide même les autres, ce qui est vraiment incroyable. 16h48 15 secondes. Brussing 911. Je m'appelle Memoli. Ma fille, je viens de la trouver folle. Comment va votre fille? Une voiture est arrivée. Je l'aimais et... Amora Bunn Carson est née le 12 novembre 2007 de sa mère, Jessica Carson, et de son père, Arlen Mutina. Selon sa famille, c'était une petite fille heureuse, pleine de vie, et elle ne pleurait jamais.
Le père de la fillette ne l'avait vue que 2 fois durant sa courte vie, étant militaire en poste à l'étranger. La mère d'Amora, Jessica, était encore lycéenne lorsqu'elle est tombée enceinte et a commencé à fréquenter Blaine Keith Milam peu après l'avoir appris. Jessica a rencontré Blaine en ligne et ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Et le soir du bal de promo de Jessica, ils se sont fiancés et peu de temps après, ils ont emménagé ensemble. Le couple paraissait heureux et tous disaient que Blaine traitait Amora comme sa propre fille. Puis, le matin du 2 décembre 2008, la police a reçu un appel affolé de Blaine disant qu'il avait trouvé la petite fille de 13 mois morte. 48 minutes. 15 secondes. Brisking 911. Je m'appelle ma maman. Ma fille, je viens de la trouver morte. Quel âge a votre fille? La charrette est arrivée. Elle a 13 mois. D'accord, laissez-moi vous mettre en relation avec le service ambulancier, d'accord? Madame, nous allons quand même essayer la réanimation cardiopulmonaire, d'accord? 51 minutes, 20 secondes. Le dîner. Dîner à l'aveugle, Murray. Tu es là? Oui. Vous traînez, ça ne l'aide pas du tout. S'il refuse, pose le téléphone, va chercher le bébé et mets-la en ligne. À l'heure arrivée 21 minutes plus tard à le domicile situé dans le comté de Russ, au Texas, les secours ont découvert une scène terrifiante. Amora était allongée, inerte, près d'un trou dans le sol de la salle de bain qui était en cours de rénovation. Il y avait des taches de sang partout et le corps de la fillette était raide et rigide. Elle était complètement battue, avec au moins 18 côtes cassées de nombreuses éraflures et 24 marques de morsures humaines qui couvraient de son visage et son corps. Elle avait également des marques circulaires sur elle, apparemment causées par une canette de coca. Lorsqu'une autopsie a été réalisée plus tard, il a été découvert qu'Amora avait également été brutalement agressée sexuellement avec un objet contondant, et si violemment dans les 2 orifices qu'ils s'étaient fusionnés en un seul. Elle avait également une multitude de fractures sur le crâne qui s'assemblaient comme un puzzle. Le cerveau d'Amora était déchiré, tout comme son foie. Elle avait des fractures en spirale au bras et à la jambe, ainsi que des côtes cassées et des lacérations sous la langue. Sa mort a été jugée homicide, possiblement due à un traumatisme causé par un objet contondant et une strangulation. Cependant, la petite fille avait tellement de blessures graves qu'il n'a pas été possible de déterminer laquelle avait exactement causé sa mort. Le médecin légiste dira qu'il n'avait jamais vu de blessure aussi horrible sur un enfant auparavant. Et étrangement, la petite Amora n'avait aucune blessure antérieure. C'était comme si c'était la première fois qu'elle avait été attaquée. À l'intérieur de la caravane où vivait la petite Amora, la police a découvert des taches de sang sur les murs de l'une des chambres. Ils ont également trouvé de la literie et des vêtements de bébé ensanglantés, une couche et des lingettes tachées de sang. Un tube d'Astroglide et un jean avec des taches de sang ont aussi été retrouvés. Et il a ensuite été déterminé que ce sang appartenait à Amora. On nous a d'abord dit que le crime avait eu lieu, faute d'un meilleur terme, dans une chambre à l'avant, juste à côté du salon dans la maison. Et ils étaient même allés jusqu'à utiliser du faux sang, si vous voulez. Et vous savez, on approche de la période d'Halloween maintenant. Nous connaissons le faux sang et tout ça. Mais ils avaient mis en scène un crime. C'était une scène de crime mise en scène. Et nous? Faute de mieux, nous sommes tombés dans le panneau et avons concentré notre enquête et nos efforts là-dessus. Au fur et à mesure que nous avons approfondi l'enquête et fait venir d'autres personnes et enquêteurs d'autres agences, ils ont découvert la véritable scène de crime qui se trouvait dans une chambre à l'arrière, dans une autre partie de la maison. La police a arrêté Jessica Carson, 18 ans, et Blaine Milam, 20 ans, et les a inculpés de meurtre au premier degré. Ils ont tous les deux nié savoir ce qui était arrivé à Amora et ont plutôt suggéré qu'elle était morte à la suite d'un accident de voiture survenu la veille. Lorsque le couple a été davantage interrogé à ce sujet, ils ont affirmé que le chien de la famille avait attaqué la fillette de 13 mois. Cependant, cette histoire a encore changé et Blaine est même allé jusqu'à fournir aux policiers des noms de suspects, affirmant que celui qui avait fait du mal à sa fille devrait être pendu. Il a ensuite dit au détective que lui et Jessica étaient remontés sur la route pour parler à un homme nommé Clark, pour qui ils devaient travailler. Ils étaient partis pendant environ 1 heure et à leur retour,
ils ont trouvé Amora dans la salle de bain, inconsciente. Elle se trouvait à l'intérieur du trou dans le sol. Et selon Blaine, elle avait un anneau de sang autour de la bouche et on aurait dit qu'elle avait mâché de l'isolant. Mais Jessica avait une histoire très différente et plutôt incroyable à raconter aux enquêteurs. Elle a affirmé que son petit ami lui avait dit qu'Amora avait été possédée par un démon et que sous son emprise, il l'avait forcée à se frapper la tête avec un marteau. La mère a insisté sur le fait que Blaine aimait sa fille et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Alors que Jessica pleurait et semblait très bouleversée au début, selon les détectives, il y a eu un changement très soudain dans son comportement. Et elle a même commencé à appeler Amora ce bébé. Commence simplement et raconte ce qui s'est passé ce matin. À quelle heure as-tu décidé d'aller sur la propriété? Donc, nous sommes descendus jusqu'à la propriété et nous n'avions pas prévu d'y rester aussi longtemps, mais nous avons commencé à parler des détails, de tout ce qui concerne la caravane et tout le reste. Blaine t'en a-t-il voulu pour le bébé? Est-ce que cela a causé des problèmes dans sa vie? Il adorait ce petit bébé. Pourquoi lui ferait-il du mal? Hein? Pourquoi lui ferait-il du mal? Il ne le ferait pas. Pourquoi me mentirait-il alors? Hein? Pourquoi me mentirait-il? Il m'a dit que tu étais diplômée avec mention du lycée de Longview. Tu es une fille très intelligente. Vous étiez ensemble ce matin pendant environ 1 heure ou 1 heure et demie, et vos versions ne correspondent pas. L'une de vous ment, ou vous mentez toutes les deux. C'est le moment pour toi de me dire la vérité sur ce qui s'est passé. Dis-moi tout. C'est la seule façon pour que tout ça s'arrange. Il faut qu'on dise tout. Alors maintenant, dis-moi simplement ce qui s'est passé. Je n'ai jamais entendu ce bébé. Dis-moi ce qui s'est passé. Aucun des deux. Dis-moi ce qui s'est passé. Il adore ce petit bébé. Dis-moi juste la vérité sur ce qui s'est passé. Dis-le pour que tu sois libre de ce poids. Parce que ça va te ronger de l'intérieur si tu ne le fais pas. Ça va juste te ronger de l'intérieur. Non, moi... Dis-moi ce qui s'est passé. Je pourrais te le dire, mais tu ne me croirais pas. Je te croirai, promis. Non, tu ne me croiras pas. Je te croirai, je te le promets. Si tu me crois, aucun des autres flics ne le fera. Ils me font vraiment flipper. C'est devenu encore plus intense maintenant. J'ai alors proposé, d'accord, ne pourrait-on pas faire un exorcisme ou quelque chose pour s'en débarrasser? Blaine est ressorti et j'ai demandé « Pourquoi es-tu entré en criant Amora ?» Il a dit « Dieu m'a dit qu'elle s'était frappé la tête avec ce marteau et que les marques sur sa tête venaient de là, ou peut-être que c'était le démon qui le faisait. » Jessica avait toujours été connue comme une mère aimante qui prenait bien soin de sa fille. Mais elle avait changé peu de temps après avoir rencontré Blaine. La jeune fille, autrefois bien habillée et extravertie, a rapidement commencé à ne plus se soucier de son apparence et elle est devenue de plus en plus renfermée. Cela était probablement dû au fait que Blaine devenait de plus en plus violent, manipulateur et qu'il cherchait à la contrôler. Il était devenu tellement contrôlant, en fait, qu'il piratait les comptes de réseaux sociaux de Jessica et l'obligeait à aller travailler avec lui chaque jour pour pouvoir la surveiller. En octobre 2008, Jessica avait coupé toute communication avec pratiquement tous les membres de sa famille et ses amis. Elle ne quittait jamais la maison, sauf pour aller quelque part avec lui. Le patron de Blaine disait qu'il avait un besoin maladif de tout contrôler et qu'il était très colérique. À un moment donné, il a essayé de lui parler de son besoin de tout contrôler et lui a dit que si cela continuait, Jessica risquait probablement de le quitter. Mais Blaine a répondu qu'avec le bébé, il ne semblait pas qu'il aurait vraiment un avenir avec Jessica de toute façon. À un moment, l'amie de Jessica, Crystal, leur rendait visite à la caravane et était à l'intérieur avec Amora, tandis que Jessica et Blaine se disputaient dehors. Blaine avait une arme à feu et menaçait de se faire du mal pendant que Jessica essayait de le calmer. Peu après, l'amie a entendu un coup de feu et Jessica expliquerait qu'il avait tiré avec l'arme dans le plancher de sa voiture pendant qu'elle essayait de l'empêcher de partir. Selon la mère de Blaine, Shirley, il avait cessé de mûrir émotionnellement à l'âge de 12 ans. Elle témoignera également plus tard que Blaine avait un problème intermittent avec la méthamphétamine qui avait recommencé peu de temps après la mort de son père. Blaine avait également un casier judiciaire. En mars 2007, il était entré par effraction dans une maison et avait fouillé les affaires très personnelles d'une fillette de 11 ans. Ensuite, il avait découpé des images dans un magazine pour adultes
et avait laissé des messages dessus à l'intention de la fillette, disant qu'il aimerait lui faire ces choses. Pour cela, il avait été inculpé de sollicitation d'un mineur, un crime au 2e degré, et en août 2008, Blaine avait été condamné à 180 jours de prison. S'il avait purgé toute sa peine, il serait resté en prison jusqu'en février 2009. Mais au lieu de cela, il n'en avait purgé que 48 jours. À sa sortie, Blaine avait reçu l'ordre de s'enregistrer comme délinquant, mais il ne l'a pas fait. Et il n'a jamais informé les tribunaux de sa nouvelle adresse, donc ils ont fini par perdre sa trace. Après la mort du père de Blaine en septembre 2008, lui et Jessica ont acheté une planche Ouija et ils ont essayé de communiquer avec lui ainsi qu'avec le père de Jessica, qui s'était suicidé quand elle n'avait que 10 ans. Pendant cette période, la planche affirmait que c'était la mère de Jessica qui avait tué son père. Cela l'a poussé à couper tout contact avec sa mère. Vers la même période, Blaine et Jessica ont commencé à croire que leur appartement était hanté par des esprits maléfiques. Ils ont donc déménagé et se sont installés dans la caravane de la mère de Blaine, située à Tatum. À leur départ, le propriétaire a affirmé que l'appartement était sale, comme s'il avait été délibérément saccagé. Le réfrigérateur était ouvert avec de la nourriture pourrissante. De plus, un couteau a été découvert dans le réservoir des toilettes et une ampoule qui avait servi à fumer de la méthamphétamine a été retrouvée. Peu après avoir emménagé dans la caravane de sa mère, Jessica a remarqué que Blaine agissait différemment. Ses expressions et son ton de voix étaient étranges et elle a fini par être convaincue qu'il était possédé par un démon. Quand elle l'a alors confronté à ce sujet, il a reconnu mais a blâmé Jessica, disant que c'était à cause de tous ses mensonges. Blaine a également affirmé que le démon lui avait donné le pouvoir de parler à Dieu, et la planche Ouija lui avait aussi donné des pouvoirs spéciaux. Bientôt, Jessica n'a plus remis en question son fiancé après qu'il lui ait dit que Dieu disait qu'il y a des choses qu'elle n'a pas besoin de savoir pour le moment. Mais même lorsque Blaine vivait ses soi-disant moments de possession, Jessica a insisté sur le fait qu'il restait attentionné et affectueux envers Amora. Puis, lorsque la mère de Blaine, qui vivait également dans la maison, est allée chez un parent pour quelques jours, tout a changé. Le matin du 1er décembre 2008, Blaine a réveillé Jessica et lui a dit qu'Amora se promenait. Donc, elle devait être possédée par un démon. Parce que selon lui, elle était trop jeune pour marcher. Il affirmait que cela était arrivé parce que Jessica lui avait menti et que Dieu était maintenant en colère. Alors il avait fait posséder Amora par un démon. Quand Jessica lui a demandé ce qu'il pouvait faire, Blaine lui a dit qu'il pouvait pratiquer un exorcisme. Bien qu'au début ils aient envisagé d'engager un prêtre pour effectuer le rituel, il manquait d'argent. Alors Blaine a décidé qu'il ferait lui-même l'exorcisme. Il a emmené Amora dans la chambre du fond, tandis que Jessica regardait la télévision dans l'autre pièce. Selon la mère, elle pouvait entendre des cris horribles venant de sa fille, mais elle a simplement laissé faire. Au bout d'un moment, elle a finalement décidé d'aller voir ce qui se passait. Et quand elle est entrée dans la pièce, Blaine lui a dit qu'Amora était sortie en courant. Jessica a découvert que la petite fille se cachait en fait sous le lit. Et elle a dit à Blaine où elle était avant qu'il ne lui ordonne de sortir de la pièce. Jessica dira que sa fille semblait aller bien lorsqu'elle l'a vue. L'exorcisme d'Amora s'est poursuivi jusqu'au lendemain matin. Blaine a interrompu le processus à un moment donné pour faire un rapide aller-retour chez Walmart. Jessica est partie avec lui, laissant Amora seule à la maison. Le couple s'est aussi arrêté dans un magasin de prêt-sur-gage pour mettre une tronçonneuse en gage le 2 décembre au matin, puis à une station-service où Jessica a acheté des cigarettes avec l'argent reçu. Tout cela alors qu'Amora était déjà morte. Jessica a dit au détective que sa fille avait mordu Blaine si fort qu'il saignait et que la petite fille se comportait comme Chucky ou comme un truc sorti de cimetière. Selon ses mots, le garçon meurt à la fin et revient tout méchant et tout ça. De façon choquante, Blaine avait même pris des photos d'Amora pendant l'attaque et les avait envoyées à Jessica. Selon elle, l'un des yeux de sa fille était complètement tiré vers le bas et déformé. Jessica a également admis qu'elle avait vu la tête déformée d'Amora après avoir entendu de forts bruits provenant de l'autre pièce. Quand les cris de sa fille devenaient trop forts, elle augmentait simplement le volume de la télévision. À un moment donné, Jessica a dit « J'ai entendu le démon crier et hurler ». Et elle préférait que l'enfant aille au paradis maintenant, plutôt que de passer sa vie avec Satan qui aurait son âme. Les enquêteurs découvriraient que le matin du 2 décembre, vers 9h30, Blaine avait appelé sa sœur Teresa et lui avait dit qu'Amora était morte. Cependant, il n'a appelé le 911 qu'après plus d'1 heure.
Le 13 décembre, cette même sœur a rendu visite à Blaine en prison et il lui a demandé de se débarrasser de preuves qui se trouvaient sous la caravane. Elle a ensuite contacté le détective principal chargé de l'affaire et la police a pu récupérer un sac en plastique contenant une clé à tuyau sous le trou dans le plancher de la salle de bain. Des analyses médico-légales ont ensuite déterminé qu'il y avait à la fois de l'astroglide et l'ADN d'Amora sur l'outil. Maintenant, même si Jessica avait rejeté toute la faute sur son fiancé pour la mort d'Amora, elle était plus impliquée qu'elle ne le laissait paraître, puisque au moins une des marques de morsure sur le corps de la petite fille correspondait à son empreinte dentaire. Il y avait aussi le fait que la police avait trouvé la base du siège auto d'Amora dans l'allée. Elle avait été retirée de la voiture de Jessica, comme si elle savait que sa fille n'y monterait plus jamais. La mère d'une des amies de Jessica, prénommée Lisa, dirait qu'elle avait toujours été gentille, extravertie, franche et drôle. Mais lorsqu'elle et Blaine étaient allés lui rendre visite à l'automne 2008, il y avait eu un changement radical dans le comportement de Jessica. Elle était étrange et vide, comme si elle était creuse. Lisa a dit que regarder dans ses yeux, c'était comme regarder dans un espace sombre. Alors que Blaine était en prison, l'infirmière Shirley Broyles a été appelée à sa cellule. Elle l'a trouvé en train de pleurer et il a demandé à parler au détective, puis il a dit à Shirley « Je vais avouer, c'est moi qui l'ai fait. Mademoiselle Shirley, le Blaine que vous connaissez n'a pas fait ça. Mon père m'a dit d'être un homme et j'ai lu ma Bible. Merci de dire à Jessica que je l'aime. » Blaine Milam et Jessica Carson seraient jugés séparément, et lors de leur procès, ils ont affirmé qu'ils n'avaient pas eu l'intention de tuer Amora. Tous deux ont plaidé non coupables pour cause de folie, mais les deux défenses fondées sur la folie ont été rejetées, et Blaine a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Jessica a été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Depuis lors, Blaine a vu sa date d'exécution fixée à 2 reprises, mais il a obtenu un sursis à chaque fois. Ses partisans, car oui, il en a, ce qui est troublant, ont soutenu qu'il ne devrait pas être exécuté en raison de ses handicaps mentaux. Peu de temps après sa mort, la petite Amora Carson, âgée de 13 mois, a été inhumée au cimetière Rosewood Park à Longwood, au Texas. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire d'Amora aujourd'hui. C'est sans doute l'une des attaques les plus brutales contre un enfant dont j'ai jamais entendu parler. Quel psychopathe complet et vraiment quel être abject que Blaine. Et dire que sa mère est restée assise tout le temps, augmentant le volume de la télévision alors que sa petite fille criait à l'aide. Écœurant, absolument écœurant. Serenity Jade Reedy est née le 1er septembre 2012 à Richland, dans l'État de Washington, de Jennifer Reedy et James Reedy. Serenity était la lumière de la vie de sa mère, un bébé joyeux, pétillant et bavard. Elle souriait et aimait rencontrer de nouvelles personnes. La petite fille observait longuement les autres et les choses pour se souvenir de chaque détail. Elle apportait un sourire et quelque chose de spécial à chaque personne qu'elle rencontrait. Serenity avait aussi une sœur et 2 frères. Les parents de Serenity, James et Jennifer, s'étaient séparés peu de temps après sa naissance et sa mère avait obtenu la garde exclusive. Peu de temps après, Jennifer a rencontré un homme nommé José Aguilar. Après environ 4 mois de relation, il emménagea dans la maison que Jennifer partageait avec ses enfants sur Log Lane, à Richland, en avril 2013. Le soir du 6 juin 2013, Jennifer laissa la petite Serenity sous la garde de José pendant qu'elle sortait faire la lessive, puis allait chercher quelques affaires chez Walmart. Ce n'était pas la première fois que la mère agissait ainsi, sans aucune inquiétude. Lorsqu'elle est rentrée chez elle plus tard dans la soirée, vers 21h, tout semblait aller bien. José a demandé à Jennifer si elle voulait avoir des relations sexuelles. Après son refus, il a dit qu'il allait s'occuper de lui-même, est allé à la salle de bain et est revenu 30 minutes plus tard. Peu de temps après, le couple s'est endormi, puis Jennifer s'est réveillée vers 3h du matin et a remarqué que José n'était pas dans le lit à côté d'elle. Mais elle n'était pas inquiète, alors elle s'est simplement retournée et s'est rendormie. Le lendemain matin, lorsque la mère est allée voir la petite Serenity dans son berceau, elle s'est rendue compte qu'elle était violette, froide et ne respirait plus. Elle a immédiatement appelé le 911 et pendant que Jennifer attendait l'arrivée des secours, elle a remarqué que José n'était plus là. Avec lui, sa voiture et de l'argent liquide qu'elle gardait à la maison avaient également disparu.
Après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, la petite Serenity a été déclarée morte. Un médecin légiste a plus tard découvert que le bébé était mort d'un traumatisme crânien. Elle avait aussi 2 fractures crâniennes distinctes. L'une de ces fractures aurait eu une taille comparable à l'ouverture d'une bouteille de bière également retrouvée dans la maison. Les enquêteurs ont également trouvé du sang dans la couche de Serenity et ont découvert que l'enfant avait subi un traumatisme sévère à son vagin. Sa mort était très clairement un homicide. Pour tenter de localiser José, la police a appelé son téléphone portable et il a répondu, leur disant qu'il s'était effectivement occupé de Serenity pendant quelques heures la nuit précédente. Il leur a dit qu'il était allongé sur le sol du salon avec le bébé. Ensuite, il l'a mise sur le canapé et a quitté la pièce. Ce n'était pourtant qu'un instant quand soudain il a entendu un bruit sourd. Lorsqu'il est retourné dans la pièce, il a remarqué que Serenity était tombée par terre. Selon lui, cependant, il l'a examinée et elle n'avait aucune ecchymose. Mais d'après ce que l'autopsie avait révélé, il était impossible que Serenity ait subi les blessures qu'elle avait simplement en tombant du canapé. José finirait également par admettre au début qu'il avait agressé sexuellement la petite Serenity, mais cette version changerait plus tard et il dirait qu'il n'avait rien fait de tel cette nuit-là. José dirait à la police qu'il était maintenant dans l'Oregon, mais il accepta ensuite de revenir. Ne lui faisant pas confiance, la police a obtenu un mandat pour localiser son téléphone et l'a retrouvé à une gare routière Greyhound à Barstow, en Californie, où ils l'ont arrêté. Ils pensaient qu'il se rendait en fait au Mexique avant son arrestation. José Aguilar a été inculpé d'homicide involontaire au premier degré en lien avec le meurtre horrible de Serenity, puis il a été détenu au centre de détention de West Valley à Rancho Cucamonga, Californie. Cependant, ces accusations seront ensuite requalifiées en meurtre au deuxième degré et en viol d'une enfant. Il sera finalement découvert que José avait déjà un casier judiciaire lorsqu'il a commencé à sortir avec la mère de Serenity, Jennifer. En fait, il était un délinquant sexuel condamné. Bien que la mère ait vérifié ses antécédents, son statut de délinquant sexuel n'est jamais apparu. C'était parce que José était supposément un délinquant sexuel de niveau 1 et donc considéré comme moins dangereux. Il avait à son dossier un crime impliquant des actes indécents envers une victime incapable de consentir en 1998, ainsi qu'une agression au deuxième degré et 2 manquements à l'obligation de s'enregistrer en tant que délinquant sexuel. Lorsque le moment est venu pour José de faire face à sa punition, il a plaidé coupable pour les accusations de meurtre au deuxième degré et il a accepté un plaidoyer Alford pour l'accusation de viol au premier degré sur un enfant. Il a été condamné à la prison à vie avec un minimum de 40 ans avant d'être éventuellement éligible à une libération conditionnelle. José a fini par assumer ses actes et a déclaré qu'il portait le fardeau de ce qui était arrivé à la petite Serenity, comme il se doit. Dans une déclaration qu'il a faite devant le tribunal, il a dit « Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas bien agi. Chaque jour, j'éprouve du chagrin pour Serenity et sa famille. Mon cœur souffre. » Mais même s'il a accepté la responsabilité de la mort de Serenity, José a continué de mentir sur la façon dont sa mort s'était produite. Il a avoué qu'il était très ivre la nuit où il avait tué la petite fille. Selon lui, il dansait et tournait en rond alors qu'il la tenait dans ses bras. Mais cela a provoqué des vomissements chez Serenity et il a eu peur. Alors il l'a lancée en l'air. Elle a ensuite heurté le mur, puis le sol. Selon lui, il pensait qu'elle irait bien, mais le lendemain, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. José a tout de même insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas agressée sexuellement. José a poursuivi en disant qu'il avait quitté la maison alors qu'il était encore ivre. Et même s'il ne savait rien des blessures de Serenity, il avait un très mauvais pressentiment. Une experte médicale affirmerait que selon elle, ce qui s'était réellement passé, c'est que José avait agressé sexuellement Serenity. Et quand elle a commencé à pleurer, il a paniqué, craignant d'être découvert. Alors il a pris la petite fille et l'a jetée contre un mur, peut-être même 2 fois. La grand-mère de Serenity, Kathy Inglis, tenait une photo de la petite fille pendant l'audience et a dit « Je la regarderai chaque jour et elle me sourit et essaie d'apaiser ma douleur, mais je ne la reverrai jamais. Je ne pense pas que José devrait un jour être remis en liberté. » James Reedy, le père de Serenity, a dit au tribunal que José n'avait aucun respect pour la famille ou la vie. Il a poursuivi en disant « J'ai traversé une douleur et un traumatisme auquel rien n'aurait pu me préparer, ni préparer les miens. » Il a poursuivi en disant « J'ai traversé une douleur et un traumatisme auquel rien n'aurait pu me préparer, ni préparer les miens. Serenity était le plus précieux des cadeaux que la vie puisse offrir.
Les funérailles de Serenity Reedy ont eu lieu le 1er octobre 2013 à l'église Christ III. Elle a ensuite été inhumée au cimetière Sunset Memorial Gardens à Richland, Washington. Merci d'avoir écouté l'histoire de Sérénité aujourd'hui. Si la mère de Sérénité a vraiment vérifié les antécédents de José et que rien n'est apparu, c'est absolument terrifiant. Il était toujours un délinquant sexuel, mais simplement parce que la loi le considérait comme moins dangereux, tout le monde restait dans l'ignorance. Et à cause de cette faille apparente pour les délinquants, la pauvre petite Sérénité, âgée de 9 mois, a malheureusement perdu la vie. 2 agents de justice sont entrés dans un appartement du centre-ville de Détroit pour expulser le locataire actuel pour non-paiement du loyer. En retirant ses affaires de l'appartement, ils ont vite constaté que le congélateur indépendant était très lourd. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Le 24 mars 2015, Mitchell Blair, âgée de 35 ans, a reçu un avis d'expulsion de son appartement. Elle avait un retard de loyer de 2 206 $. Elle vivait avec ses 4 enfants dans un appartement du complexe Martin Luther King, au centre-ville de Détroit. Mitchell avait cessé de payer son loyer car elle peinait à garder un emploi et sollicitait souvent sa famille pour de l'argent. Sa famille lui disait « Trouve-toi un travail ou retourne à l'école, améliore-toi, fais-toi une carrière ». Mitchell ne voulait faire ni l'un ni l'autre, c'est ainsi qu'elle a fini par prendre du retard sur le loyer. Elle recevait une aide sociale de l'État. Elle avait indiqué à la police la fréquence de sa consommation d'alcool lors de son premier interrogatoire. Je suis donc certaine qu'une grande partie de cet argent a été dépensée en alcool. Lorsque cette expulsion a été signifiée, Michelle se trouvait en fait à quelques appartements de là, en train de garder les enfants de ses voisins. Quoi qu'il en soit, elle était absente, donc l'équipe d'expulsion a retiré ses affaires et celles de ses enfants de l'appartement. Lorsque l'équipe d'expulsion est entrée dans la maison, elle était presque inhabitable. Il y avait des déchets partout, des restes de nourriture, de la saleté. C'était dégoûtant. Ce n'était pas un endroit pour élever des enfants. En commençant à sortir les affaires, ils ont trouvé un grand congélateur indépendant qui était particulièrement lourd. Quand ils ont regardé à l'intérieur, ce qu'ils ont découvert était horrifiant. Il s'agissait des corps non pas d'un, mais de 2 enfants. 2 des 4 enfants de Michelle Blair étaient morts à l'intérieur d'un congélateur qu'elle gardait dans son appartement. Michelle a été immédiatement arrêtée et emmenée pour être interrogée. Elle a été inculpée de 4 chefs de maltraitance d'enfants au 1er degré et d'un chef supplémentaire en présence d'un autre enfant. Elle a aussi été inculpée de 2 meurtres. Sa caution s'élève à $1 million. L'un des corps retrouvés dans le congélateur était celui de Stony Blair, la fille de Michelle. Elle n'avait que 13 ans au moment de sa mort. Stony est née le 8 juin 1999 et son surnom était Honey Bear. Elle avait une personnalité très pétillante et on dit qu'elle adorait les ballons. Il la faisait toujours sourire. L'autre enfant qu'ils ont trouvé était Stephen Berry. Il avait 9 ans au moment de sa mort. Stephen Berry est né le 20 juin 2004. Son surnom était Little Man. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'autres informations sur Stephen ou sur la personne qu'il était vraiment. Leurs petits corps ont mis 3 jours entiers à décongeler avant que le médecin légiste puisse effectuer les autopsies. Après les autopsies, il a été conclu que les 2 enfants étaient décédés de traumatismes contondants. Et Stephen avait également de nombreuses blessures thermiques. Les 2 enfants présentaient des cicatrices à l'intérieur de la bouche, ce qui indiquait qu'ils avaient tous 2 été giflés et frappés à coups de poing à de nombreuses reprises. Stephen était décédé le 30 août 2012 et Stony le 25 mai 2013. Michelle, lors de son interrogatoire, a reconnu avoir agi ainsi envers ses enfants et a expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit aux enquêteurs qu'en août 2012, elle avait découvert son fils, Matthew, en train de simuler des actes sexuels avec une poupée. Elle lui a demandé pourquoi il faisait cela et si quelqu'un lui avait déjà fait quelque chose de ce genre. Au début, il a dit non, mais ensuite elle dit qu'il a changé sa réponse en oui. Stephen m'a fait ça. Elle a dit que Matthew lui avait raconté que les abus duraient depuis des années. Gardez à l'esprit que Michelle n'avait pas d'emploi et qu'elle faisait l'école à la maison à ses enfants. Donc, même si les chances que cela arrive ne sont pas nulles,
elles sont aussi très faibles. Et si ces allégations étaient vraies, les enfants apprennent ce genre de choses quelque part. Donc, en tant que parent, j'ai l'impression que vous êtes probablement responsable si quelque chose comme ça se produit. Eh bien, si vous laissez cela continuer pendant des années sans le savoir, je veux dire, ça semble vraiment invraisemblable. Michelle a alors confronté Stephen, qui aurait fini par avouer les abus, mais ce n'est qu'après les avoir d'abord niés. Michelle dit qu'elle est devenue furieuse à ce sujet. Enfant, elle a également été victime d'abus sexuels. Cela l'a donc rendue particulièrement en colère. À ce moment-là, Michelle dit qu'elle a commencé à frapper Stephen à plusieurs reprises. Après cela, elle a dit qu'elle avait fait couler de l'eau brûlante et plongé ses pieds dedans. En plus de cela, elle a également fait d'autres choses dépravées à son égard. Elle l'a étranglé avec une ceinture. Elle a brûlé ses parties génitales avec de l'eau brûlante à plusieurs reprises et elle l'a forcé à boire du Windex. Elle voulait qu'il avoue ce qu'il avait fait à Matthew. Elle a dit qu'il avait commencé à avouer. Cependant, il s'agit très probablement d'une tentative de sa part pour ne plus subir de coups. Il se dit que s'il avoue, alors elle s'arrêtera. C'est la seule chose qu'il peut faire maintenant, non? Les autres frères et sœurs affirment avoir tout vu arriver à Stephen. Michelle mettait des sacs en plastique sur la tête de Stephen, et quand il essayait de les déchirer pour respirer, Michelle utilisait des sacs poubelles renforcés et les mettait sur son visage pour qu'il soit encore plus résistant et qu'il ne puisse pas les déchirer. Elle l'étouffait jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ensuite, comme elle le décrit, elle le giflait pour le réveiller, sûrement pour qu'il puisse subir encore plus de coups. Michelle a dit qu'après 4 ou 5 jours de cela, Stephen en avait assez. Lors de sa dernière nuit, il a dit devoir aller aux toilettes, puis dans la salle de bain, il a dit « Non, finalement, je n'ai pas besoin d'y aller ». Puis il a dit « Je sens que je vais être malade », mais finalement, il ne l'a pas été. Il est ensuite allé s'allonger dans son lit, où Michelle est entrée et lui a proposé du ragoût de bœuf. Lorsqu'il a refusé de manger, elle l'a forcé à manger. Le lendemain matin, elle l'a trouvé inconscient avec du vomi autour de lui. Michelle dit qu'elle allait se rendre à la police à ce moment-là, mais d'une manière ou d'une autre, son plus jeune fils, Mathieu, l'a convaincu de ne pas le faire. C'est une femme adulte et un jeune enfant l'a convaincu de ne pas le faire. J'en doute fortement. Alors, à la place, elle a décidé d'aller chercher la couverture préférée de Stéphane, celle avec le singe dans sa chambre, et d'envelopper son corps dedans. Elle l'a ensuite placé dans le congélateur qui se trouvait dans le salon de la famille. 9 mois plus tard, en mai 2013, Michelle dit qu'elle a découvert que sa fille Stony abusait également sexuellement de Mathieu. Et elle a aussi dit qu'elle avait un problème avec les 2 autres frères et sœurs. En conséquence, Michelle a décidé qu'elle allait commencer à affamer Stony. Elle a fait cela pendant 2 semaines, ne lui donnant qu'un bol de flocons d'avoine par jour si jamais elle lui en donnait. Elle a également admis l'avoir battue avec une baguette en bois bleu jusqu'à ce qu'elle ait des bosses sur toute la tête. Elle a dit qu'elle lui avait aussi jeté de l'eau brûlante, tout comme elle l'avait fait à Stéphane auparavant. Elle dit que son plus jeune, Mathieu, avait affirmé que Stony prenait ses serviettes hygiéniques et les lui pressait dans la bouche. Cela semble être quelque chose que seule Michelle pourrait imaginer elle-même. Après des semaines de privation de nourriture, le 25 mai, Michelle est allée dans la chambre de Stony, où elle a d'abord commencé à l'étrangler avec un t-shirt noir. Quand elle s'est rendue compte que Stony était encore en vie, elle a mis un sac en plastique sur sa tête. Elle a étouffé Stony à plusieurs reprises. Cependant, à la fin, la mort de Stony a été causée par un traumatisme dû à des coups. Elle a ensuite pris le corps de Stony et, avec l'aide de sa fille aînée, a également mis le corps de Stony dans le congélateur, juste au-dessus de Stevens. Elle a déclaré plus tard au tribunal qu'elle avait eu l'intention de tuer Stony et qu'elle recommencerait sans hésiter. Steven, elle voulait le torturer, mais le tuer n'était pas intentionnel. Pourtant, on aurait vraiment dit qu'elle voulait le tuer. Au tribunal, elle a dit qu'elle n'avait que 2 enfants et que les 2 autres enfants qu'elle avait tués n'étaient que des démons. Étiez-vous la mère de Stephen? Oui. Il était sous votre garde. Je ne le considère plus comme mon fils maintenant et je ne considère plus Stony comme ma fille. J'ai 2 enfants, c'est tout. Stephen et Stony étaient des démons, point final. Tu voulais la tuer? J'avais vraiment l'intention de la tuer. Ce n'était pas un accident. Non, pas du tout. Si j'avais l'occasion de le refaire, je le ferais.
Quand tu as pris le sac de course et l'as étouffé, c'était intentionnel. Oui, elle était debout dans la baignoire. Je lui jetais de l'eau chaude dessus. Mon fils se tenait à ma droite, devant la porte de la salle de bain, et il me disait tout ce qu'il me disait. Je l'ai regardé et j'ai dit « C'est toi qui as fait ça ?» Et elle a dit « Oui ». Donc en fait, j'avais un bâton et je la frappais à la tête. Chaque fois qu'il me disait quelque chose, je la frappais très fort à la tête et je lui jetais de l'eau chaude dessus. Et quand je l'ai finalement sortie de la salle de bain, je l'ai ramenée dans sa chambre et je n'ai pas arrêté de la fixer du regard et j'ai dit « Excusez mon langage ». Je lui demandais sans cesse, tandis qu'elle répétait « Je le déteste ». Je lui répondais « Tu le détestes ?» Tu vois? Elle m'a avoué qu'elle le détestait. Elle détestait Steven et tout le monde. Je lui demande pourquoi. Elle répond que tout le monde le trouve mignon. Je lui dis alors « Tu as couché avec ton frère, tu vois ce que je veux dire. » Donc c'est... Je voulais le faire. Je voulais vraiment le faire. Et je ne ressens aucun remords pour ce que j'ai fait à Stony. Parce qu'elle n'a eu aucun remords pour ce qu'elle a fait à mon fils. Après que Michelle ait tué ses 2 enfants, leurs corps sont restés là de 2012 et 2013 jusqu'en 2015. Ils ont été découverts lorsque Michelle a été expulsée. La fille aînée de Michelle a dit qu'elle détestait passer devant ce congélateur et qu'elle évitait souvent même d'aller dans le salon parce qu'elle savait que les corps de ses frères et sœurs étaient là-dedans. Aucun d'entre eux n'était inscrit dans les écoles de Détroit et Michelle faisait l'école à la maison à ses 4 enfants. Et dans ce genre de cas, l'école à la maison signifie généralement que je cache mon enfant aux yeux du public pour une raison précise. Et c'était absolument vrai dans ce cas aussi. On a découvert plus tard que les autres enfants du foyer étaient également maltraités. Après l'arrestation de Michelle, l'examen des enfants a révélé des cicatrices et des ecchymoses sur tout leur corps. L'aîné avait une coupure au-dessus de l'œil, disant que sa mère l'avait frappée avec une planche de bois. Elle avait aussi une dent de devant ébréchée, reçue lorsque sa mère l'a frappée avec un fer à friser. Elle a dit que tous les enfants avaient été maltraités toute leur vie par Michelle. En 2002 et en 2005, des signalements de négligence envers des enfants ont été faits contre Michelle. Après examen, ces allégations se sont avérées fondées, Michelle ayant été orientée vers un accompagnement psychologique sans certitude sur sa participation. On pourrait penser que cela aurait été obligatoire si les allégations avaient été vraiment fondées. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Et même avec ces signalements, les enfants n'ont jamais été retirés du domicile de Michelle. Donc, après que Michelle ait tué ses 2 enfants, elle a bien sûr continué à recevoir des allocations pour eux deux. Quelle autre option? Dire qu'ils étaient morts et éveiller plus de soupçons? Évidemment, elle a touché des allocations pour eux. Elle expliquait que quand on lui demandait où étaient les 2 autres enfants, elle trouvait toujours une excuse différente, chez leur tante, à une soirée pyjama ou malade, pour justifier l'absence de Stony et Stéphane. L'une des voisines de Michelle a dit qu'elle lui avait raconté qu'elle avait fait partir Stony et Stéphane chez leur tante parce qu'elle avait découvert qu'ils avaient maltraité Mathieu. En ce qui concerne les pères de ses enfants, Alexandre Dorsey, qui est le père de Stony ainsi que de la fille survivante la plus âgée, a déclaré qu'il avait vu ses enfants pour la dernière fois 2 ans avant la découverte du congélateur, et qu'à cette époque, Michelle lui avait interdit l'accès à sa maison. Il a parlé à sa fille aînée environ 7 mois auparavant. Lorsqu'il avait demandé où se trouvait Stony, on lui avait répondu qu'elle était chez sa grand-tante maternelle. Cependant, Alexandre n'a vraiment pas réussi à protéger ses enfants d'un environnement violent. Il devait également 39 000 $ de pension alimentaire. Le père de Stéphane, du même nom, Stéphane Berry, ainsi que de l'autre enfant, Mathieu, a déclaré qu'il avait vu ses enfants pour la dernière fois en avril 2012 et que depuis, Michelle lui avait également interdit de voir ses enfants. Il devait également 10 000 $ de pension alimentaire. Les 2 pères avaient aussi des antécédents criminels, notamment pour conduite en état d'ivresse et infractions liées aux armes. Donc, à mon avis, ils ont aussi failli envers les enfants. Ils auraient pu les protéger. Ils auraient dû savoir que si Michelle faisait cela depuis le début de la vie de ses enfants, alors ses pères devaient forcément savoir ce qui se passait dans les foyers. Ou alors ils étaient totalement absents de la vie de ses enfants, ce qui revient aussi à les laisser tomber. Michelle a eu de nombreux accès de colère au tribunal, surtout envers les pères des enfants,
en disant qu'ils n'avaient jamais été là pour leurs enfants. L'État a pu retirer les droits parentaux à Michel ainsi qu'au père des enfants survivants. Ces 2 enfants ont été envoyés vivre chez leur tante et leur oncle maternel. Michel avait souhaité qu'ils vivent chez cette tante et cet oncle, l'une ancienne enquêtrice sur les abus envers les enfants, déjà inquiète pour eux par le passé. Michel a dit que sa tante prendrait bien soin des enfants afin qu'ils ne, je cite, « deviennent pas comme elle ». Eh bien, j'espère que la tante ne s'est pas occupée de toi quand tu étais plus jeune, parce que si c'est le cas, alors je suis inquiète. Les membres de la communauté se sont finalement rassemblés aux appartements Martin Luther King pour une veillée en l'honneur des 2 enfants qui avaient été retrouvés, Stephen Berry et Stony Blair. Sur le porche de l'appartement où la famille vivait autrefois, tout le monde a laissé des centaines de bougies, des ballons colorés et des peluches. Michel Blair a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et condamné à la réclusion à perpétuité en juin 2015. Elle purge actuellement sa peine au centre correctionnel de Huron Valley, dans le canton de Pittsfield, au Michigan. Pendant que Michel est en prison, elle a également accumulé au moins 30 rapports d'inconduite. Elle a été accusée d'avoir agressé et craché sur d'autres détenus, d'avoir utilisé des boîtes de conserve pour jeter de l'urine et des excréments sur les agents pénitentiaires, et même d'avoir frappé du personnel de police. En raison de sa conduite, elle a en fait été condamnée à 38 mois à 5 ans supplémentaires. Ces peines doivent être purgées consécutivement à sa peine de prison à vie. Michel n'a aucune chance de libération conditionnelle. Elle y restera pour le reste de sa vie. Eric Blair, l'un des frères de Michel, a déclaré qu'il avait en fait contacté sa sœur sur Facebook environ 1 mois avant que les corps des 2 enfants ne soient retrouvés. Il a déclaré que le jour de son arrestation, elle l'avait appelé, mais il avait manqué l'appel. Elle n'a pas laissé de message et n'a pas répondu quand il l'a rappelé. Il a dit que sa famille priait pour plus de clarté et de compréhension dans cette situation. Il est très reconnaissant qu'il n'enterre pas 4 enfants et que cela aurait pu être pire. Le Greater Grace Temple a accueilli les funérailles de Stony et Stephen, où des centaines de personnes sont venues honorer leur mémoire. Les Mount Hope Memorial Gardens ont fait don de parcelles de terrain et les enfants ont été enterrés côte à côte. Stephen et Stony sont morts beaucoup trop jeunes. Et même après leur mort, leur mère les blâme pour ce qu'elle leur a fait. C'est horrifiant et dégoûtant. Il est très évident que les accusations que Michel porte contre ses enfants sont fausses, car l'aîné l'aurait su, l'aurait vu. Michel l'aurait su ou l'aurait vu plus tôt. Elle a aussi battu tous ses enfants. Donc, ce n'était qu'une excuse. Et comme on peut le voir à travers ses actions en prison, elle n'a vraiment pas toute sa tête. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Stony et Stephen. Ce qui leur est arrivé à tous les 2 est vraiment choquant et triste. Et le fait que cela n'ait pas été découvert pendant des années ne fait qu'empirer les choses. Merci à tous les soutiens d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu de Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous recevrez chaque mois des vidéos exclusives et bien plus. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@crimeagemail.com.